Bonjour, bienvenue pour le TD5 de LU1IN001. Donc je vais essayer de corriger quelques exercices de ce TD pour que vous puissiez suivre à distance les TD, pour ceux qui n'ont pas de visioconférence avec leur charge de TD. Donc l'idée c'est de parler des séquences, hein. C'était l'objectif du cours 5, et on va voir les séquences à l'œuvre ici sous deux exemples qui sont les intervalles et les chaînes de caractères. Intervalles et chaînes de caractères. Alors, on verra aussi la semaine prochaine, et vous l'avez déjà vu cette semaine en cours, ou vous allez le voir cette semaine en cours, les listes. Et ces trois choses-là sont trois instances d'un même schéma, qui est le schéma de séquence. Une séquence, en informatique, c'est une structure de données, c'est-à-dire c'est une manière d'arranger les données, et cette manière d'arranger les données, dans le cas des séquences, elle est, c'est bête de le dire, séquentielle. C'est-à-dire qu'on arrange les données dans un certain ordre et on les présente les unes après les autres. Donc par exemple, vous pouvez avoir votre séquence, elle a un premier élément E0, puis un deuxième élément E1, un troisième E2, E3, etc. Et puis elle a une longueur fixée. Sa longueur, c'est le nombre d'éléments. Donc on va travailler sur des séquences. Et on a vu un point intéressant, c'est que quand on a une séquence, on peut faire quelque chose qui s'appelle un parcours de la séquence. Le parcours de la séquence, ou itération, il s'utilise avec le mot-clé for. On donne un nom de variable qui va représenter les éléments de la séquence, for e in s. Littéralement, la traduction anglaise, c'est pour e dans s. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va donner une série d'instructions qui vont être répétées pour chaque élément de la séquence. Donc c'est une autre manière de boucler, de faire des calculs récursifs ou itératifs, c'est l'itération, et ça permet de répéter un calcul pour chaque élément d'une séquence. Donc si S, c'est cette séquence-là, d'éléments E0, E1, E2, E3, quand on fait for E in S, on va répéter les actions qui sont dans le corps de l'itération pour chaque élément E de la séquence S. Donc c'est-à-dire qu'on va le faire une fois pour l'élément E0, on va faire toutes ces instructions-là pour l'élément E0, c'est-à-dire pour E qui vaut E0, puis ensuite pour E qui vaut E1, puis ensuite pour E qui vaut E2, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments dans la séquence. Quand il n'y a plus d'éléments dans la séquence, on s'arrête, et on passe à l'instruction après cette itération for. Si jamais la séquence est vide, ça peut arriver, alors on fait aucun tour d'itération, et on passe directement à la suite. Donc ce mot-clé for là, il nous permet d'itérer sur une séquence, c'est-à-dire de la parcourir en répétant une série d'actions qu'on définit, hein, c'est nous qui choisissons les actions du corps de l'itération, et on va les répéter pour chaque élément de la séquence. Alors, les types de séquences qu'on va voir, intervalles, chaînes de caractères et listes, sont assez simples, et le premier, les intervalles, qui se construisent avec le mot-clé range en Python. Un intervalle, ça représente une séquence d'entiers consécutifs. Donc quand on écrit range nm, ça représente la séquence n suivie de n plus 1, suivie de n plus 2, etc. jusque m-1 inclus, et m lui-même est exclu. Donc c'est toujours n inclus, m exclu, et ça représente tous les entiers allant de n à m, avec n qui est dedans et m qui n'est pas dedans. Donc un range, c'est une séquence d'entiers consécutifs. Alors à quoi ça sert d'utiliser les ranges, puisqu'on sait déjà utiliser les while avec des variables qui parcourent les entiers successifs avec des i égale i plus 1, des k égale k plus 1, et bien ça permet de parcourir de manière élégante et concise une série d'entiers consécutifs, et on va voir que ça simplifie l'écriture des fonctions. Alors allons-y et regardons ce que nous propose l'exercice 5.1. Il nous dit de définir une fonction somme carrée qui, étant donné un entier naturel n, retourne la somme des carrés des nombres entiers inférieurs ou égaux à n. C'est une fonction que vous avez déjà écrite probablement dans l'UE, en tout cas que vous savez écrire. Je vais écrire somme carrée, donc la somme des carrés de 1 à n. Pour ça, en entier, il me faut la valeur de n, qui est un entier, et une somme de carrés d'entiers, ça va aussi être un entier. Ensuite, est-ce que j'ai besoin d'une
condition, bah oui, si je fais la somme de 1 à n, j'ai quand même envie que n soit positif. Donc en précondition, je vais demander que n soit plus grand que 0. Et je vais mettre donne la somme des carrés des entiers de 1 à n. Ensuite, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait les semaines précédentes, vous foncez tête baissée et vous prenez par exemple un entier i qui va compter les entiers de 1 à n qui vaut 1, un entier s qui va représenter la somme des entiers jusqu'ici qui commence à 0, puis ensuite vous allez dire tant que i est strictement inférieur à n plus 1, alors dans s, je mets s plus le carré de i, et dans i, je mets i plus 1. Hein, ça paraît assez logique de faire ça, et à la fin, je renvoie la valeur qu'il y a dans s. Donc j'accumule petit à petit la somme des entiers successifs dans s, et on peut regarder, somme carré des entiers jusque 0, ça fait 0, jusque 1, ça fait 1, jusque 2, ça fait 1 plus 2 au carré, 5, jusque 3, ça fait 1 plus 2 au carré, 5 plus 3 au carré, 9, 14, et puis on peut regarder jusque 10, ça fait 385, si vous connaissez la formule, normalement, vous retrouvez ce résultat. Bon, c'est bien, mais maintenant, la question c'est est-ce qu'on peut utiliser les intervalles pour écrire cette fonction somme carrée? Est-ce qu'on a une manière d'utiliser range pour avoir la même fonction, pour calculer la même chose, mais de manière plus élégante? Pourquoi je dis que c'est plus élégant d'utiliser range que d'utiliser un while, alors qu'on a vu les semaines précédentes que c'était important d'avoir un while parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans while, et surtout lorsqu'on cherche à calculer des variants ou des invariants, c'est quand même plus pratique d'avoir un while. Eh bien, parce que ici, vous voyez, si vous donnez cette fonction à quelqu'un et vous lui demandez de la lire et de comprendre ce qu'elle fait, il lui faut un temps d'adaptation pour dire, ok, dans i, il va y avoir ça, à chaque tour, dans i, on met i plus 1, et i part de 1, et il s'arrête quand il voit n plus 1, donc ça veut dire que i parcourt les entiers de 1 jusqu'à n, donc ce qu'on met dans s, c'est la somme des entiers de 1 jusqu'à n. Donc il y a un petit raisonnement à faire pour comprendre. Alors que si on utilise un intervalle, alors ça va être plus simple. Alors quel intervalle on va utiliser? Bah là c'est facile. On veut la somme des carrés des entiers de 1 jusqu'à n. Donc ici j'ai ma droite des entiers naturels, j'ai 1 qui est ici, j'ai n qui est là, et ce que je veux faire, c'est faire 1 au carré, plus 2 au carré, plus blablabla, plus n au carré. Donc finalement, ce i qu'on avait dans notre fonction avec un while, il parcourt bien l'intégralité des entiers de 1 jusqu'à n. Et l'intégralité des entiers de 1 jusqu'à n, c'est un intervalle. D'accord? C'est l'intervalle, vous pouvez l'écrire comme ça en maths, de 1 à n. Les entiers de 1 à n. Et donc je peux l'écrire en Python comme l'intervalle des entiers de 1 jusqu'à n plus 1. Hein, souvenez-vous, le 1 est inclus, mais le n plus 1 est exclu. Donc si j'écris range 1n, bah, je m'arrêterai à n-1, et moi je veux compter n. Donc il faut que j'écrive range 1, n plus 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cet intervalle. Plutôt que d'utiliser un while, je vais utiliser un for. Et je vais parcourir l'intervalle des entiers de 1 jusqu'à n plus 1. Et avec quelle variable je le parcours? Avec ma variable d'itération i, pour garder l'analogie avec ce qui s'était passé tout à l'heure. Donc juste avant le for, je déclare que i est un entier. Et là vous voyez que j'ai quelque chose qui est très similaire. Je n'ai pas à écrire i égale i plus 1 en dessous. J'ai pas de ligne i égale i plus 1 parce que je n'ai pas à toucher à i. I, c'est une variable qui est utilisée par l'itération pour parcourir cet intervalle. Donc j'ai pas besoin de modifier i, pas besoin d'y toucher. D'accord? I va parcourir tout seul l'intervalle des entiers de 1 à n plus 1. Et là, je peux vérifier que les tests sont passés avec succès, c'est-à-dire que cette fonction calcule la même chose que la fonction précédente. Et par contre, là, vous voyez, pour quelqu'un qui veut lire cette fonction, c'est quand même plus agréable. On voit bien que on parcourt un intervalle avec i, et à chaque tour, on met i carré
on ajoute i carré dans S. C'est quelque chose de plus lisible de l'écrire avec un for qu'avec un while. Bon, très bien. Voilà. Et maintenant la question 2, c'est on nous donne une fonction mystère. Et comme c'est le cas dans l'histoire des fonctions mystères, on nous demande d'abord de compléter la spécification de la fonction, de compléter les informations de typage, et de donner une simulation pour m égale 4 et n égale 8. Alors, allons-y, écrivons la fonction mystère, et regardons les informations de typage. Alors, on peut le faire directement dans Mister Python. On a un m et un n ici, et on regarde ici, est-ce qu'on nous parle de m et de n? Blablabla. Non. Bon. Ensuite, on a un p qui est un entier et qui vaut 1. Bon, donc p est un entier censé. On a k qui est un entier et qui vaut m, donc ça veut dire que m est un entier aussi, hein, si on le met dans k. Et puis on voit que k qui est un entier, on fait k plus 1 à chaque fois, et on fait tant qu'il est inférieur à n. Donc on pourrait penser que n est un entier. Et le résultat de la fonction, c'est p qui est un entier. Donc on a une fonction qui va dans les entiers. Voilà. Bon, maintenant, on a cette fonction qui est correctement typée. Et on peut essayer de savoir qu'est-ce que fait cette fonction. Et une bonne idée pour savoir ce que fait cette fonction, c'est d'effectuer une simulation, et là on nous dit sur m égale 4 et n égale 8. Donc on passe sur la simulation, et on va simuler f de 4, 8. Quand on simule, on fixe les constantes. Ici, on a deux constantes qui sont les deux paramètres, m et n. m est appelé avec la valeur 4, n avec la valeur 8. On va faire notre tableau de simulation avec une colonne pour les tours de boucle et une colonne pour P qui est modifiée dans la boucle et une colonne pour K qui est modifiée dans la boucle. On va faire une première ligne qui est la ligne en entrée de boucle et souvenez-vous, en entrée de boucle, on se place juste avant le while, ici. Quelles sont les valeurs de P et de K à cet endroit? Bah, il suffit de lire. Dans P, on a mis 1, et dans K, on a mis M qui vaut 4. Et la condition de boucle, c'est tant que K est plus petit strictement que N. Est-ce que 4 est strictement plus petit que 8? La réponse est oui. Donc il va y avoir un premier tour de boucle, et on va mettre les valeurs de P et de K à la fin du premier tour de boucle, c'est-à-dire à cet endroit-là. À la fin du premier tour de boucle. À la fin du premier tour de boucle, dans P, on a P fois K fois K fois K, donc 1 fois 4 fois 4 fois 4, donc on a 4 au cube. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, 4 au cube, ça fait 2 puissance 6, ça fait 64. Vous allez voir que très vite, ça va faire des valeurs que j'ai pas envie de recopier ici. Et dans K, on a K plus 1, c'est-à-dire 5. Est-ce qu'on va faire un deuxième tour de boucle? Est-ce que 5 est strictement plus petit que 8? La réponse est oui. Donc il va y avoir un deuxième tour de boucle. Et à la fin du deuxième tour de boucle, dans P, je vais mettre P fois K, donc 64 fois 125. Et là, vous voyez que j'ai plus envie d'écrire ce que ça fait, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et dans K, je mets K plus 1, c'est-à-dire 6. Est-ce que 6 est strictement plus petit que 8? La réponse est oui. Donc il va y avoir un troisième tour de boucle, dans lequel on va mettre 64 fois 125 fois 6 au cube. Hein, 6 fois 6 fois 6. Et ici, on va mettre 6 plus 1, 7. Est-ce que 7 est strictement plus petit que 8? Oui. Donc il va y avoir un quatrième tour de boucle. Et pendant ce tour de boucle, je vais mettre 4 au cube fois 5 au cube fois 6 au cube. Je vais le multiplier par 7 au cube. Et dans le cas, je vais mettre K plus 1, 8. Est-ce que 8 est strictement plus petit que 8? Non. Donc je m'arrête. Donc quand je sors de ma boucle, quand je suis ici, j'ai les valeurs du dernier tour de boucle. Hein, j'écris un S ici pour signifier que je suis en sortie. Et donc, dans P, j'ai 4 au cube, fois 5 au cube, fois 6 au cube, fois 7 au cube. Et dans K, j'ai 8, et ma fonction renvoie P. Donc ce que ça renvoie ici, c'est la valeur 4 au cube, fois 5 au cube, fois 6 au cube, fois 7 au cube. Alors on peut essayer de demander à Mister Python ce que ça fait, même si c'est pas cette partie calcul mental
n'est pas forcément pédagogiquement intéressante ici. Alors, ça fait 592 704 000. Donc ça fait 592 704 000. Bon, voilà. On a fait notre simulation ici. Et cette simulation, bien sûr, c'est pour nous aider à comprendre qu'est-ce que fait la fonction. Qu'est-ce qu'on a fait pendant qu'on a progressé dans ces tours de boucle. On voit que à chaque fois, on a incrémenté k. Et donc k a parcouru les entiers de 4 jusqu'à 8. Puis quand il valait 8, parce qu'il était égal à n, alors on s'arrêtait. Et dans P, à chaque fois, on a pris l'ancienne valeur de k et on a multiplié P par le cube de cette valeur. Donc, on arrive à voir que ce qui se passe ici, c'est qu'on va multiplier à chaque fois par k au cube la valeur de P, et que dans P, on va accumuler le produit de tous les cubes de m jusqu'à n-1. Donc, on a quelque chose du genre produit pour k allant de n à m-1 de k au cube. Donc ça, c'est la correction de la fonction. La correction de la fonction, c'est dire que de f mn est égal à ça. D'accord? Alors, après, on pourrait trouver un invariant. On se rendrait compte que assez facilement que l'invariant, c'est que P est égal à produit pour I allant de n à k moins 1 de I au cube. Hein, ça, on pourrait vérifier que cette formule, elle est vraie à chacun des tours de boucle. K moins 1 I au cube. Là, on a un produit K moins 1 qui va... On a un produit qui va de 4 jusqu'à 3, donc ça fait 1. Là, on a un produit qui va de 4 jusqu'à 4, donc ça fait bien 4 au cube. Là, on a un produit qui va de 4 jusqu'à 6 moins 1, 5, donc ça fait bien 4 au cube, 5 au cube, etc. Donc l'invariant, il est vrai à chaque tour de boucle. Et puis en sortie de la fonction, on fait comme d'habitude, sur la fonction l'invariant est vrai. La condition de boucle est fausse, c'est-à-dire que k vaut n. Quand on sort de l'invariant, on a k qui vaut n, puisque si on n'a pas fait de tour supplémentaire, c'est qu'on est arrivé à n. Et en remplaçant, on tombe que dans P, il y a le produit pour I qui vaut m, pardon. Attendez, je me suis trompé entre m et n. Oui, pardon. Excusez-moi. Ici, c'est un m. Ici, c'est un m. Ici, c'est un n. On fait le produit de m à n. Et donc ici, on a I qui vaut m jusqu'à k-1. Et quand k vaut n en sortie de boucle, on a le produit allant de m à n-1, puisque k vaut n, de I au cube. Et c'est bien ce qu'on cherche ici. Hein. Ça, c'est bien la même chose que ça. Donc, on montre que la fonction, elle contient le produit des cubes de m inclus jusqu'à n exclu. Et donc on peut l'écrire ici, donne le produit des cubes de m inclus à n exclu. Bon, et puis on peut lui faire un jeu de test. Asserte que f de 4, 8 égale la valeur qu'on veut tout à l'heure. Ça, c'est pas très intéressant comme test. On va essayer de faire un test avec des cas pathologiques. Souvent, ils sont plus faciles à faire. Par exemple, si je vais de 4 jusqu'à 3, ça devrait me faire 1, le produit nul. Si je vais de 4 jusqu'à 4, ça devrait faire juste... ça me devrait faire aussi le produit nul, puisque c'est de l'un inclus à l'autre exclu. Et si je vais de 4 inclus jusqu'à 5 exclus, ça devrait me faire 4 fois 4 fois 4. Hein, on regarde, et les tests sont bien passés par la fonction. Maintenant, l'intérêt, c'est de réécrire cette fonction en utilisant un intervalle. Alors, on regarde notre simulation, et on se rend compte que dans notre simulation, k a parcouru l'intervalle
de 4 jusque 8. Mais en fait, le 8, on s'en est pas servi. Le 8, c'était sa valeur quand on sortait. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est que k, ici, quand on fait p égale p fois k au cube, c'est que k vale m au premier tour de boucle, et que k vale n-1 au dernier tour de boucle. Au premier tour de boucle, on multiplie par m, et au dernier tour de boucle, on multiplie par n-1. Donc, il faut que k parcourt toutes les valeurs de m inclus jusque n-1 inclus. Et donc, c'est toutes les valeurs de m inclus jusque n exclus. Et donc, k va parcourir l'intervalle range de m, n. C'est ce qu'on va écrire dans notre fonction. Alors attention, écrivons-la correctement. K, on a juste besoin de le déclarer maintenant. On n'a pas besoin de donner une valeur initiale parce que sa valeur va être prise en charge par la boucle for. On va mettre for k in range de 1 de m, la première valeur, jusque n, la dernière valeur, exclue. Et on n'a plus besoin de mettre k égale k plus 1 parce que ça s'est pris en charge directement. Et là, vous voyez, les tests passent. On a réussi à remplacer une boucle while par une boucle for. C'est une compétence que vous devez acquérir quand c'est possible. Passer d'une boucle while qui fait parcourir à une variable un entier à la boucle for correspondante et vice-versa. C'est toujours possible quand on a une boucle for de récupérer une boucle while. C'est pas toujours possible quand on a une boucle while de récupérer une boucle for. La différence entre les deux, c'est que quand on fait un while, on ne sait pas a priori combien de tours de boucle on va faire. Pensez au PGCD. Hein, vous ne savez pas à quel moment vous allez tomber sur un reste nul. Alors que lorsqu'on fait un for, on sait exactement combien de tours de boucle on va faire parce qu'on parcourt une séquence finie dont on connaît la longueur. Voilà, c'est tout pour le premier exercice.